Bonsoir à tous et à toutes, tous ceux qui nous ont rejoints et ceux qui vont arriver d'ici une minute ou deux, je pense. Alors, ravi de vous accueillir sur ce webinaire de la mêlée, donc sur le format 5 à 7. Ce soir, on va parler cybersécurité avec la commission cybersécurité donc de la mêlée, Toulouse et Montpellier confondus, puisque nous sommes une association qui a 20 ans, née à Toulouse et qui travaille sur toute l'Occitanie pour accompagner la transformation numérique et digitale en région. Donc, ce soir, parole à Christian Amis et Emmanuel Pratt sur les gestes barrières pour se cyberprotéger. À vous. Voilà. Merci Amandine. Donc, je vais juste partager mon écran. Ça a marché tout à l'heure. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas maintenant. Voilà. Normalement, vous voyez quelque chose là. Alors, comme vous êtes en mute, vous ne pouvez pas répondre. Alors, il faut peut-être hocher la tête. Ou, je sais pas. Moi, je vois, donc a C'est priori, bon, d'accord. Voilà, OK. Ça marche, ça marche. C'était juste vérifier que je ne sois pas dans le vide. Voilà. Oui, ben, merci déjà de votre présence à tous. J'espère que tout va bien dans ces périodes un peu compliquées pour à la fois les familles, à la fois à titre personnel et en même temps pour faire votre business. Les règles changent, on l'a déjà vu. Donc, j'ai proposé en fait de traiter ce thème sous cet angle-là, avec ce titre-là, et en s'associant avec Emmanuel, autre animateur de la commission sécurité, ainsi que Fred qui est présent. Donc, on est plusieurs animateurs. Pourquoi appeler ça geste barrière? Bon, bah, bien évidemment, c'est pour faire face, pour faire écho à ce qu'on entend en ce moment sur les gestes barrières. Donc, Frédéric et Alexandrine, notre avocate de la commission, ont présenté la dernière fois, c'était le 28 avril de mémoire, un certain nombre de nouveautés et qu'est-ce qui arrivait en termes, qu'est-ce que le Covid, en fait, le Covid-19 et la crise actuelle nous apportaient comme information en matière de nouveautés, en nouveaux risques, etc. Nouvelle protection juridique, nouveaux sujets à voir au niveau juridique liés effectivement à ce confinement, au télétravail et à tout ce qui peut arriver suite à cette crise que personne n'attendait avant. Et donc, il m'avait semblé intéressant derrière de simplement revenir aux basiques, parce que souvent une crise nous enseigne qu'on y est bien préparé, à condition déjà de savoir un certain nombre de gestes simples, de basiques que normalement nous devrions connaître. Alors, pour faire toujours le lien avec le Covid et la crise actuelle, quand on vous dit à un moment donné, lavez-vous les mains, etc., ne toussez pas dans vos mains, mais dans votre coude, enfin bon, et j'en passe, c'est tout ce que vous voyez. Ce sont des gestes simples qui peuvent s'appliquer pour l'épidémie de grippe annuelle, pour les épidémies de gastro-entérite et pour tout ça. Ce sont des gestes simples qui existent depuis la nuit des temps et que simplement on met en place parce que la crise est plus violente que prévu. Voilà, donc c'était un petit peu ce sujet-là et il avait semblé de temps en temps bon de rappeler les bases en matière de cyberprotection. Et donc pour ça, on s'est associé à Emmanuel, c'est tout de suite porté volontaire également pour illustrer un certain nombre de points. Donc voilà, donc nous sommes tous les deux animateurs de la mêlée, l'un à Montpellier, moi-même, l'autre à Toulouse. Et puis on va faire un numéro à deux, j'allais dire, un petit peu à se passer la parole sur un certain nombre de sujets. Donc voilà, donc le thème, la thématique de ce qu'on voulait aborder, c'était de rappeler un petit peu quel était le contexte et quel était le sujet dont on parlait. Quel type de menace il faut déjà, pour moi, avant de lutter contre un ennemi, quel qu'il soit, il faut déjà le connaître. Il faut savoir ses intentions, voilà, savoir ce qu'il veut, dans quel contexte on se situe et quels sont les risques que je prends. Voilà, donc ça, c'est des règles que vous pouvez appliquer. Alors que vous soyez à titre personnel en tant qu'individu chez vous, et vous verrez qu'il y a des liens assez forts avec ce genre de gestes simples, ou que vous êtes en entreprise, ou que vous êtes même consultant pour un certain nombre d'entreprises, vous pourrez appliquer ou faire appliquer à vos clients
l'ensemble de ces pratiques. Là-dessus, pas besoin d'inventer quoi que ce soit. On n'a pas souhaité inventer une N plus unième liste de choses à faire telles que vous pouvez les voir partout. Ce que nous souhaitions faire, c'était revenir sur les 12 bonnes pratiques qui sont publiées sur le site de la NSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui a édicté un petit guide il y a déjà quelques années de ça. Je crois que ça doit faire au moins 3 ans de mémoire que ce guide existe avec la CGPME, qui est à destination des PME sur les 12 bonnes pratiques. Donc, alors, pourquoi quelque chose il y a 3 ans? Comme je vous le disais, tout ce qui se passait il y a 3 ans arrive aujourd'hui plein pot, mais simplement est mis en exergue avec la crise actuelle que vivent les entreprises et que nous vivons tous. Alors, c'est orienté PME, TPE. Il y a d'autres guides qui sont pour les grandes entreprises aussi, mais vous verrez que tout ça, ça concerne les salariés, aussi bien les salariés des grandes entreprises, des petites, des moyennes ou les individus. Voilà, donc Emmanuel fera 2 Zooms, parce qu'Emmanuel a un profil un petit peu plus technique que le mien, certes, et peut-être beaucoup plus d'expérience sur le domaine en profondeur. Donc, on va prendre sur ces 12 bonnes pratiques. On n'a pas le temps de les brosser tous en revue ce soir, mais Emmanuel a proposé de nous faire connaître un petit peu sa façon de traiter 2 sujets qui sont la gestion des mots de passe, et il reviendra également après sur la partie sauvegarde, qui sont 2 de ces 12 bonnes pratiques. Voilà. Et puis en fait, en conclusion, simplement la conduite à tenir si vous êtes victime et quels sont les bons sites à aller voir. Voilà ce qu'on vous propose pour aujourd'hui. Encore une fois, c'est beaucoup de rappels, mais il est bien de faire de temps en temps un certain nombre de rappels sur ces sujets et vous pourrez réutiliser cela au niveau des entreprises. Quelques éléments de contexte que j'ai voulu remettre pour savoir de quoi on parle. Donc là, j'ai un exemple par type de choses pour simplement bien comprendre le sujet. J'y vais dans l'ordre de date. Donc déjà en avril 2016, et je l'ai laissé volontairement, on indiquait que les TPE et les PME ne sont pas à l'abri des cyberattaques, tout simplement parce qu'elles ont souvent un manque de moyens humains et financiers. Ça ne s'est pas arrangé. Les PME sont toujours les cibles privilégiées des pirates, puisqu'elles n'ont pas forcément les moyens donc de se défendre, de se protéger suffisamment. Voilà. Donc, autre exemple, vous avez d'autres types d'attaques. J'en ai pris, mais je pourrais en prendre des centaines si vous allez sur Internet. Je pourrais en prendre des centaines. Je rappelle simplement 2017 WannaCry. Pourquoi? Parce que j'en reviendrai après dans les exemples des gestes simples en fait, qu'il faut faire avec une illustration sur ce logiciel. Donc, 1, on s'attaque aux PME. 2, WannaCry, c'est 150 pays, 300 000 PC ou je ne sais combien de postes. Et c'est une attaque d'ampleur mondiale. Donc, vous voyez, c'est d'un extrême à l'autre au niveau du type d'attaque. Avril 2019, celui-ci pour citer que ça n'arrive pas qu'aux grands. Beaucoup de sites de province, de production dans tous les domaines qu'on peut voir sont cibles de cyberattaques. Donc là, on parle de Fleury-Michon, mais qu'on fasse du jambon en tranche en Vendée, où j'avais pris quelques exemples aussi, de la lingerie fine en Rhône-Alpes aussi, pourquoi pas, des croquettes pour chiens dans le Gard. Voilà, toutes ces entreprises, quel que soit le secteur d'activité, sont victimes de cyberattaques avec un certain nombre d'arrêts dans les usines. Donc, on n'est pas forcément que sur les très grosses entreprises du CAC 40 ou à Paris. Les cibles sont partout sur tous les territoires. Enfin là, je ne vous apprends rien, mais c'est juste pour vous réillustrer le type d'attaque qu'on peut avoir. Un peu plus près de chez nous maintenant, vous avez vu récemment de plus en plus d'attaques sur le milieu médical et sur les données de santé, et sur tout ce qui est professionnel de santé. Donc là, c'était en mai 2019, donc on n'est toujours pas dans le Covid. Donc le CHU de Montpellier, victime d'une attaque informatique, 600 ordinateurs infectés, etc. Alors oui, j'ai oublié de dire en préambule, je cite des articles de presse grand public. Donc, c'est-à-dire que tout ça, c'est pas, je ne cite pas des choses qui seraient sous un secret, mais je dirais la responsabilité de ce qui est dit n'est que celle de la presse. Voilà, donc s'il y a des informations, elles sont vérifiées, pas vérifiées, etc. Ce que je dis juste, c'est simplement du grand public, surtout pour nous mettre un petit peu nous mettre à l'écoute de ces sujets-là.
Voilà, donc il y avait Montpellier, il fallait qu'il y ait Toulouse aussi, hein. Je respecte la parité totale entre ces deux magnifiques capitales de région. Donc Airbus, alors le message là-dessus, cible de cyberattaque en septembre 2019, donc ça vous l'avez peut-être entendu parler. Ce qui est important dans ce message, il est différent des autres parce que c'est cible de cyberattaque via les sous-traitants. C'est-à-dire qu'on le verra après, et ça, comment dire, Frédéric l'a bien cité la dernière fois quand, dans le précédent, précédente présentation, le précédent atelier. Il y a beaucoup d'attaques complexes. Donc, quand on est une cible, on va attaquer la cible par tout un tas de réseaux assez complexes, de ramifications dans tous les sens. Et souvent, on s'attaque aux sous-traitants qui, comme vous l'avez vu avant, sont moins protégés que les gros. Donc Airbus a les moyens de se défendre. Peut-être que le petit sous-traitant l'a moins, mais pourtant, il va se connecter au système d'Airbus. Il va intégrer en tant que fournisseur d'une solution technologique. Et donc, souvent, la cible arrive par ce biais-là. Alors, pour faire un petit peu le point, si vous êtes à la tête d'une PME, vous vous dites ça ne me concerne pas ou les dégâts ne seront pas très importants, etc. Pour faire l'analogie avec le Covid, ne soyez pas le patient zéro, celui par qui le virus est arrivé et qui après s'est répandu partout. C'est juste ça que je veux passer comme message à ce niveau-là pour compléter l'analogie. Bon, plus récemment, bon, là on arrive dans le Covid. Coronavirus, les pirates de l'informatique tentent de profiter, mais ça, Frédéric l'a largement expliqué la dernière fois. C'était juste pour faire le lien avec le précédent atelier. Voilà. Et puis là, vous en avez des récents près de chez vous. La mairie de Toulouse annonce le 11 mai que son site internet a été victime d'une cyberattaque. Ce matin, c'était toujours pas rétabli. J'ai voulu me connecter tout à l'heure pour voir si ça a marché. C'est juste marqué très modestement que le site est en maintenance, mais tout le monde sait que c'est une cyberattaque. Donc, ça attaque un peu tout le monde. Ça attaque des administrations, ça attaque des hôpitaux. Ça fait des grosses attaques mondiales et des petites attaques ciblées sur des PME. Ça, on attaque une cible en passant par des sous-traitants. Voilà, donc c'était un petit peu pour vous donner les éléments de contexte. Donc, personne n'est à l'abri et chacun peut être à un moment donné un maillon, alors faible peut-être, d'une chaîne de cyberattaque qui ne vous concerne pas, mais dans lequel on va vous utiliser. Voilà, donc c'est juste pour rappeler un petit peu ce contexte sur des exemples très, très, je veux dire, très parlants et très illustrés. Voilà, quelques chiffres en France. Alors, ce sont des chiffres assez anciens. Certains chiffres viennent du C3N, le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la Gendarmerie nationale. Donc, 70 000 plaintes déjà en 2018, 7 700 par mois. Frédéric vous l'a dit, on a une très forte croissance depuis le Covid de ces plaintes et de ces attaques. Alors, j'ai voulu chercher des chiffres, pour tout vous dire, j'ai voulu chercher des chiffres à jour, et c'est un petit peu comme toutes les études qu'on voit en ce moment. Il n'y a pas deux études qui donnent la même chose, donc j'ai pas, voilà, il y en a qui disent qu'il y a 600% d'augmentation depuis le début de l'année sur les ransomware. D'autres disent qu'il y a 20 000%, je crois, d'augmentation sur certains types d'attaques. Enfin bon, on trouve une grosse exponentielle qui est liée au Covid et dont on utilise effectivement le mot Covid et la faiblesse ou la vulnérabilité des gens en cette période compliquée. Voilà. En France, donc déjà en 2018, 18 millions de personnes touchées. Ça n'est allé qu'en accélérant. Ce que j'ai juste voulu garder là-dedans, pour informer, c'est que 61% des attaques ciblent des PME, selon les études du Césin et de Hiscox. Au niveau France, déjà en 2018, 79% des PME interrogées déclarent avoir subi une problématique de cybersécurité. Alors, on dit modestement problématique de sécurité, ça peut être des tentatives d'attaque ou des attaques réussies. Il peut y avoir un certain nombre de choses, mais en tout cas, le sujet est dans la tête de chacun au niveau problématique cybersécurité. Voilà. Et donc, les articles récents du Sénat, je dirais, on pourrait aussi appeler ça un virus peut en cacher un autre, pour être un petit peu faire une analogie. Donc, désinformation, cyberattaque, cybermalveillance, l'autre guerre du Covid, donnée par le Sénat. Voilà. Pour vous situer un petit peu les chiffres et les évolutions récentes, sans faire non plus doublon avec tout ce qui a été dit lors du call précédent. C'est juste, ça sert à quoi? Ça sert effectivement à revenir sur les fondamentaux. Donc, les attaques cyber, cette source-là, je crois que j'ai oublié de la mettre. C'est la gendarmerie qui m'avait donné ce slide.
Donc les attaques cyber, donc c'est essentiellement de la demande de rançon. Les attaques virales générales ensuite, la fraude externe, arnaque au président, les vols d'informations, voilà, vous avez à peu près tout ça. Mais ce qui a explosé récemment, c'est surtout les demandes de rançon. Voilà, donc on bloque un site, vous devez remonter des statistiques, vous l'avez vu sur tous les organismes de santé, vous l'avez vu à Marseille, vous l'avez vu sur les ARS, vous l'avez vu sur pas mal de choses. C'est vous devez remonter des chiffres, ok, on vous bloque. Donc à partir de ce moment-là, ça devient un petit peu compliqué. Les hôpitaux, c'est pareil, les hôpitaux ont été la cible d'attaque parce que les hôpitaux étaient en situation de stress énorme ces derniers temps. Donc, quoi de neuf quoi de mieux que de bloquer un hôpital, même au niveau administratif, pour que la rançon soit encore plus, pour que la personne soit encore plus tentée de payer une rançon pour essayer de débloquer sa situation rapidement. Voilà, donc les conséquences. Alors, les motivations, comme je le disais en introduction, pour mieux lutter contre une attaque, pour mieux se protéger, autant connaître son ennemi. Et donc là-dessus, j'ai essayé de mettre sur deux échelles la motivation, la hauteur de motivation. Donc là, on parle en importance stratégique, on va dire, du bas vers le haut. Et puis le degré de sophistication des attaques. On a des attaques extrêmement simples, on peut avoir des attaques extrêmement sophistiquées, comme on vous l'a déjà présenté dans d'autres ateliers. Donc, alors vous avez effectivement le summum et je vais vous expliquer après toujours quelques exemples. Vous avez le summum en termes de motivation et de sophistication d'attaque qui sont l'espionnage économique, la sécurité nationale, etc. Ça, c'est les Israéliens qui veulent bloquer une centrale nucléaire en Iran, par exemple. C'est les Américains qui font pression sur les Russes en disant j'ai le moyen d'arrêter votre production nucléaire, etc. On est dans ce niveau de type de sécurité, de l'espionnage économique sur des grands. Donc là-dessus, on se dit, bon, on n'est pas forcément toujours concerné. Sauf que les attaques sur les centrales, vous connaissez tous le sujet, mais une attaque sur les centrales va se préparer de longues années en avance, c'est le degré de sophistication, et ça va être via les APT, et on va mettre peut-être 2 ans, 3 ans à arriver à pénétrer une centrale en passant par justement toute la chaîne de sous-traitance, de fournisseurs de produits de technologie, de composants électroniques, même avec le microcode des composants électroniques, etc., pour pouvoir arrêter une centrale. Voilà, donc ça c'est la partie la plus, je dirais, c'est la partie la plus haute du sujet. Tout ce qui est idéologie de terrorisme, là, on a une deuxième forme d'attaque. Les terroristes, ils vont chercher à détruire. Donc là-dessus, c'est de la protection. Là-dessus, bon, il y a un certain nombre de littérature sur le sujet, via la NSSI et via un certain nombre d'agences sur le sujet, en disant attention, et quand ils font des conférences, il y a même un certain nombre de textes de leur part, c'est qu'ils s'attendent effectivement à ce que vous avez des opérateurs d'intérêt vital en France qui doivent être surveillés parce qu'à un moment donné, pouvant être potentiellement la cible de terroristes. Voilà. On pense toujours à nos centrales, on pense à un certain nombre de choses évidentes. Voilà. Vous avez en dessous, alors, ce qui est inquiétant, alors degré de motivation baisse un peu, donc les impacts peuvent être un petit peu moins importants, mais aussi le degré de sophistication baisse, c'est-à-dire que là, ça devient de plus en plus facile de hacker ou d'arriver à ses fins. Vous avez tout ce qui est autour de la notoriété, l'activisme, la diffamation, etc. Et les activistes, ils vont chercher non pas à gagner de l'argent, mais véhiculer des idées, nuire à l'image, etc. Alors, la frontière la frontière n'est pas si nette entre les différents sujets. Vous pouvez avoir, par exemple, les terroristes qui ont fait du défacement de site sur TV5 Monde, c'était pour faire passer des idées ou des messages à l'époque, et le but n'était pas de détruire à ce moment-là, mais plutôt de passer sur l'autre créneau. Donc, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas ou l'un ou l'autre, ça peut être des fonctions intermédiaires de tout ça. Voilà. Alors, de plus en plus près de chez nous maintenant, et là, on est de plus en plus, je dirais, concernés à titre direct. C'est tout ce qui est autour du gain financier. Donc, le crime organisé, l'objectif, c'est gagner de l'argent facile. Voilà. Donc, je crois qu'il
je ne sais plus si Frédéric, tu l'avais dit la dernière fois ou pas, mais il me semble que oui. Le gain financier du cybercrime aujourd'hui dépasse celui du trafic de stupéfiants dans le monde. Donc, ça devient effectivement extrêmement lucratif. Ça devient de moins en moins dur de gagner de l'argent via des demandes de rançon, via des fraudes en tout genre. Et là, on est vraiment dans le domaine du crime organisé. Alors, crime organisé, on pense à des grandes organisations de crime, mais pas seulement. Et pour preuve, quand vous allez un petit peu chercher, vous voyez que la gendarmerie a arrêté 3 chefs d'entreprise qui avaient monté dans la région de Lyon une escroquerie. Ils les ont arrêtés et ils avaient réussi à extorquer un peu d'argent sur une fausse hotline. Ils avaient réussi à extorquer de l'argent à 8000 personnes à raison de 200 € par personne. Donc, globalement, c'est le crime organisé, on pense les grandes bandes et les mafias, etc., mais pas que. Vous pouvez avoir quelques initiatives locales qui peuvent commencer à naître, puisque, encore une fois, le degré de sophistication de ce genre d'attaque est de moins en moins élevé. Voilà. Vous avez après le côté amusant, curiosité challenge, les adolescents, les étudiants, combien de temps tu vas mettre à hacker ce site, on fait des concours entre nous, etc. Donc, généralement, la motivation financière, elle est très faible. C'est plus, voilà, je suis meilleur que toi, j'arrive à faire mieux, etc. Bon, moi, j'étais étonné de voir qu'effectivement, dans des ateliers de certaines écoles d'ingénieurs, on apprenait aux élèves en première année à essayer de hacker telle et telle box d'opérateur ou telle et telle chose pour montrer que c'était facile de le faire. Voilà. Donc, alors, c'est bien de le montrer à des étudiants, mais de temps en temps, ça les pousse à faire ce genre de choses. Voilà. Et puis, vous avez tout ce qui est, alors là, très, très proche de chez nous, puisque là, ça peut être vraiment intrafamilial et voir votre voisin ou votre salarié. Vous avez un certain nombre d'attaques et de plus en plus nombreuses parce que c'est de plus en plus facile à faire, de tout ce qui est nuisance-vengeance. Donc, je parlais salariés mécontents, les particuliers. Vous avez des cas, éventuellement, un divorce qui se passe mal. Vous pouvez être amené effectivement à récupérer des informations, à saboter les comptes des réseaux sociaux, à récupérer des boîtes mail, etc. Le sujet de la cyber devient assez facile à manipuler pour tout un chacun s'il n'y a pas un certain nombre de règles à mettre chez eux. Voilà, je ne veux pas non plus que tout le monde devienne complètement paranoïaque et commence à douter effectivement de son conjoint, de ses enfants ou autres. Néanmoins, il peut se passer effectivement des cas dans la vie. Un associé d'une entreprise où vous êtes 2 personnes, quelque chose se passe mal, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, il y a des détournements de fonds qui se font. Voilà. Si je vous dis ça, c'est parce que ce genre de choses remonte très régulièrement au niveau des brigades de gendarmerie au niveau local. Voilà, donc ça, c'est pour comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez voir quel type de cible vous pouvez être ou quel type de pion, j'allais dire, vous pouvez être dans une chaîne un peu plus globale et comprendre à peu près pourquoi se protéger. Donc voilà, c'est plus comprendre cette partie-là. Quelques exemples. Pourquoi on gagne de l'argent avec le cybercrime? Le cybercrime, alors j'ai mis exemple de tarifs sur le dark web. J'ai voulu les actualiser puisque mes prix sont déjà un petit peu anciens. Et là, vous trouvez de tout. Donc, alors c'est peut-être un appel aussi, un appel à bonne volonté de ceux qui nous écoutent. Si certains veulent dans un atelier nous faire une visite guidée du dark web, parce qu'il y en a quelques-uns qui s'y promènent, qui voient ce qu'il y a dedans et qui font un peu d'investigation, ça pourrait être intéressant de voir justement, de partager l'expérience de tout ce qu'on peut trouver effectivement en se promenant sur le dark web. À quel point c'est facile de pouvoir acheter alors bon, des armes, etc. Ça, c'est de la drogue et tous ces sujets-là, d'accord. Mais pour nous, ce qui nous concerne plus, j'allais dire, c'est un numéro de carte bleue, un scan de passeport, des adresses mail valides. Alors, vous avez un rapport en prix de 1 à 1000 à peu près en nombre de dollars selon si les adresses mail sont données de manière en bloc ou si ce sont des adresses mail dites actives. Parce que les adresses mail, c'est facile d'en trouver beaucoup. Par contre, des adresses mail actives, c'est un petit peu plus compliqué. Et ça permet effectivement de cibler. Donc, ça a une valeur marchande beaucoup plus élevée. Et puis, quand je disais que la sophistication était de plus en plus simple, vous n'êtes pas informaticien, vous voulez acheter un crypto-locker pour pouvoir bloquer et verrouiller effectivement le PC de quelqu'un.
vous pouvez, pour quelques dizaines de dollars payer en Bitcoin sur le net, vous pouvez vous acheter le CryptoLocker prêt à l'emploi. Et puis maintenant, si vous ne voulez pas le faire vous-même, vous avez une offre, le Malware as a Service. On vous propose effectivement de pouvoir hacker pour votre compte, moyennant un prix d'un coût de service, tel et tel site. Donc là-dessus, effectivement, dans le précédent atelier, en fait, ce sujet avait été présenté, je crois, également, pour donner quelques exemples. Voilà, donc vous pouvez trouver des accès à des serveurs d'entreprise, des virus, des numéros de téléphone, etc. Donc vous avez, le hacker aujourd'hui ne manque pas de sources d'informations. Le problème n'est pas de savoir aujourd'hui si vos données ont été volées ou elles circulent sur le net, c'est de savoir combien de fois elles circulent, combien elles valent et comment vous allez vous protéger après. Puisqu'on sait très bien qu'on s'est déjà tous fait voler au moins une fois, deux fois nos identifiants et nos mots de passe, puisque un certain nombre de très grands opérateurs sur le net se sont fait voler un coup 1 million d'enregistrements, des comptes clients, etc. Donc voilà, le tout c'est de savoir effectivement où est-ce qu'on en est là-dessus. Alors, quelle nature de menace sur les PME? Juste, je vérifie. Voilà. Quelle nature de menace sur les PME? Alors, je mets entre autres parce que ces menaces-là sont chez tout le monde. Je voulais juste les rappeler en tant qu'entreprise. Je ne parle pas des menaces sur les particuliers, qui sont tous les types d'escroqueries qu'on voit actuellement sur je dirais, certains types d'attaques ou de malveillance qui arrivent à titre personnel. Au niveau des entreprises, je m'arrête à un certain nombre de choses. C'est juste pour rappeler un petit peu les concepts. Vous avez tout ce qui est déstabilisation. Une entreprise qui va lui faire le plus mal, même si elle a une perte financière, ça c'est ce que disent les gens de la CCI ou autre, c'est même s'il y a une perte financière quelque part suite à une attaque ou à une fuite de données, même c'est valable aussi pour le RGPD, par exemple, pour les fuites de données personnelles, volontaires ou involontaires, on va dire. La première atteinte pour les entreprises, c'est l'image. L'image, pourquoi? Ça peut déstabiliser. On ne fait plus confiance dans l'entreprise. Voilà. Donc, après, les attaques via déstabilisation ou déni de service distribué. Déni de service distribué, si vous ne pouvez pas répondre à tout un flux de commandes, le client ira voir la concurrence. Voilà, défacement de site web, sabotage, etc. Ça, on en a un petit peu parlé avant. Vous avez tout ce qui est espionnage et vol de données. Donc ça, on a également évoqué cela. La partie espionnage, c'est bien d'avoir votre compte, c'est bien de pouvoir récupérer le fichier de vos clients, le fichier de vos fournisseurs, éventuellement vos secrets de fabrication. Voilà. Donc moi, je travaille pour une entreprise à un moment donné qui avait réussi qui s'était fait effectivement prendre un certain nombre de secrets de fabrication via un sous-traitant qu'ils n'avaient pas forcément contrôlé. Donc, c'est un petit peu dommage parce qu'après, la personne finalement fabrique moins cher pour son compte sans passer par d'autres. Donc, il y a des protections pour tout ça. Il y a tout ce qui est juridique. Ça, Alexandrine pourrait en parler pendant pas mal de temps au niveau des protections juridiques sur ces sujets-là. Voilà. Le troisième partie qui est la partie escroquerie fraude, ce qui est la plus souvent. Alors, celle-là, je dirais, c'est essentiellement ça qui a une explosion, j'allais dire, de demandes suite à l'arrivée du Covid. Dans tout ce qui est autour des demandes de rançon, les faux virements et fraude au président. Ça, vous connaissez, et puis Frédéric en a parlé un petit peu la dernière fois. Donc, tout ce qui est lié donc à tous ces sujets-là, faux virement, c'est je fais un don, l'entreprise va faire un don à telle et telle organisation qui effectivement n'existe pas. Les demandes de rançon qui ont été multipliées, etc. Voilà la nature de menace en fait qui se pose sur vos entreprises. Voilà. Ce slide avait été présenté, j'ai cité ma source ici, par la NSSI lors de séances de sensibilisation qu'ils ont effectuées dans des chambres de commerce il y a quelque temps déjà et qui continuent à réaliser. Voilà. Donc, ensuite, les risques, on a vu, confidentialité, secret de fabrication, l'intégrité également. J'ai rajouté ça ici, modification de la traçabilité, paramètres de fabrication. Il est de plus en plus facile, même si vous ne volez pas de l'argent, de modifier un paramètre sur des chaînes techniques, sur tout ce qui est autour de la fabrication, des procédés, etc. Et puis derrière, vous envoyez le service de la répression des fraudes et puis vous vous rendez compte effectivement que la personne a quelque chose qui n'est plus conforme. Et dans ce cas-là, vous avez un problème d'intégrité, de traçabilité et vous pouvez perdre des agréments, ce qui peut nuire à la bonne continuité de votre entreprise.
Voilà. Côté disponibilité, site inaccessible, saturation, sabotage, tout ça, c'est lié au DDoS. Les nouvelles surfaces d'attaque. Alors, pourquoi on parle de ça aujourd'hui? Vous avez en fait, dans ce qui était présenté habituellement, au niveau de l'informatique aujourd'hui, on ne parle plus bien sûr que des PC, on parle essentiellement, je dirais même plus de la moitié des transactions se font via les smartphones. Un smartphone, c'est beaucoup plus connecté par essence qu'un ordinateur qui se situe à l'intérieur de l'entreprise. Là, on a des firewalls, on a un réseau, on a un accès extérieur, on peut gérer les paramètres de sécurité d'accès au web ou pas en fonction des utilisateurs ou autres. À partir du moment où vous commencez à travailler à partir de votre smartphone, vous avez du Bluetooth, du Wi-Fi, vous avez tous les accès, vous avez tout un tas de choses, la 4G et j'en passe et des meilleurs. Vous avez plein de types de connexions possibles que vous ne maîtrisez, qui sont plus compliqués à maîtriser dans l'ensemble, surtout pour une entreprise. Intégration du professionnel et du personnel également. Alors, les objets connectés, systèmes industriels, c'est d'autres types de surfaces d'attaque aujourd'hui qui arrivent, que ce soit des objets connectés, je dirais, d'usage courant ou des choses plus compliquées intégrées dans les chaînes industrielles, mais qu'il faut regarder puisque ces sujets-là sont aussi des surfaces d'attaque pour attaquer un élément, même pour faire du financier. Bon, un des exemples qu'on donne régulièrement, qui est le plus spectaculaire, que vous avez peut-être déjà entendu, c'est le casino à Las Vegas qui s'est fait pirater des informations financières, etc. Le hacker était passé par le thermomètre de l'aquarium, le thermomètre connecté de l'aquarium dans le lobby du casino. Donc là, on est dans Ocean's 11 ou ce que vous voulez comme série. Mais ça, c'est de la réalité et c'est en passant par des systèmes connectés qui paraissent complètement anodins qu'on arrive à pénétrer des systèmes d'information. Voilà. Les deux premiers, effectivement, avec le Covid, ont été la cible privilégiée. Donc, mes slides ont déjà quelques temps et je vous disais au début, c'est bien de revenir sur les basiques. Donc, mes slides ne sont pas du tout nouveaux. Ils datent d'il y a quelques temps. Simplement, ça devient encore plus critique, j'allais dire, avec l'arrivée, avec la crise que vit le Covid, et essentiellement avec l'extension des smartphones et l'intégration du professionnel et du personnel. Bon, comme ça a déjà été dit plusieurs fois, avec toutes les conséquences, qu'elles soient juridiques, comme l'avait dit Alexandrine la dernière fois, et puis même techniques, comme l'avait mentionné Frédéric, l'intégration du personnel et du professionnel à la maison devient une source critique pour les entreprises. C'est comment je gère le fait que j'ai un adolescent à la maison, pour avoir une meilleure bande passante et récupérer les devoirs qu'il a à faire au niveau du collège, il va emprunter le PC de papa qui est disponible après 16 heures. Et puis, voilà, je vais simplement récupérer mes cours et les imprimer. Et puis, qu'est-ce qui se passe? En même temps, il va chatter sur une fenêtre. Ils sont très forts pour faire ça, avec ses copains qui vont lui envoyer le dernier lien génial sur, je sais pas quoi, une blague sur le Covid. Et en cliquant sur le lien, finalement, l'adolescent, l'insu de son plein gré, a contaminé le PC de son papa, qui lui-même va se connecter à son entreprise juste derrière. Voilà, c'est pour vous donner un petit cas d'usage, mais des cas extrêmement simples que chacun d'entre nous peut très rapidement comprendre, voire a vécu. Mais ce sont des choses qui sont malheureusement des réalités, d'autant plus que le Covid a aidé là-dessus. Voilà, alors là, on va venir maintenant sur la partie remède, et je ne vais pas tarder à passer la parole à Emmanuel. Voilà, donc alors 80% des attaques n'auraient pas abouti par l'application de mesures simples. Donc on revient là aux gestes barrières. Si 80% de l'intérêt du confinement et si tout le monde faisait ces gestes barrières, le Covid ne circulerait plus, ou moins en tout cas. On ne peut pas annuler tout, mais je dirais on serait revenu à une échelle normale, j'allais dire, d'attaque par rapport à la réalité par rapport à une statistique, j'allais dire, manageable, on va le dire. Donc, l'application de mesures simples et une sensibilisation des collaborateurs. Donc, voilà, l'ANSSI a publié deux guides. Un guide d'hygiène informatique, donc il y a 42 mesures, mais qui sont orientées système d'information. Donc, si une entreprise a déjà un DSI, un système d'information un peu conséquent, vous avez déjà 42 mesures qui existent déjà avec des règles simples, mais un peu techniques. Et puis, vous avez les 12 règles essentielles pour les équipements numériques d'une PME, puisque une PME n'a pas de directeur informatique. Son système d'information, souvent, c'est un petit serveur dans un coin
surtout si la PME, enfin si c'est une TPE, vous avez à la limite presque votre PC personnel qui sert aussi pour l'entreprise avec le fichier client, vos ventes sur Internet, etc. Et là, vous l'avez utilisé dans le Covid si vous êtes artisan, par exemple, pour aller chercher tous vos clients pendant la période de confinement, continuer à faire de l'activité, etc. Donc, vous avez quand même pour tout ça un certain nombre de guides de bonnes pratiques. Alors, comme ça avait été dit la dernière fois par Alexandrine, je crois, de mémoire, c'est le moment où les entreprises doivent certainement repenser les chartes informatiques. Les chartes informatiques dans les entreprises, vous en avez signé quand vous êtes rentré. Vous vous en souvenez plus. Dans le meilleur des cas, je dirais, vous en avez signé. Sinon, elles apparaissent plus ou moins dans les règlements intérieurs. Elles sont, pour en avoir vu dans certaines entreprises, elles sont complètement périmées. Elles datent d'il y a maintenant quelques années. Or, le travail à domicile n'existait pas. Il y a un certain nombre de nouvelles technologies qui n'existaient pas. Les mails sur les smartphones, mails professionnels sur les smartphones n'existaient pas. Et il y a un certain nombre de règles. Et ce qui nous arrive sur le Covid, j'allais dire au niveau des entreprises, nous permet de reposer les questions. Et l'invitation forte est de resensibiliser l'ensemble des collaborateurs à ces bonnes pratiques. Encore une fois, elles ne sont pas nouvelles, ces bonnes pratiques. Il n'y a rien de nouveau. Simplement, en regardant sur le terrain, on se rend compte que finalement, très peu les utilisent et très peu les mettent en pratique. Voilà, donc sensibilisation des collaborateurs par le guide des bonnes pratiques de l'informatique. Et là, les 12 règles essentielles, vous le verrez dans la liste des règles, elles sont valables aussi bien chez vous en tant que particulier qu'en tant que salarié, même d'une très grande entreprise. Le tout après, c'est de l'adapter. Et ça, j'allais dire, il y a suffisamment de personnes également dans la commission sécurité de la mêlée qui peuvent vous aider aussi à mettre en place ça dans les entreprises dans le cadre de leurs compétences ou de leur type de prestation. Voilà, donc voilà. Là, je vais juste donner un petit mot sur chacune des 12 règles. Il y a 12 règles. La première, je vais tout de suite passer la parole à Emmanuel. Donc, tu vas pouvoir prendre le contrôle sur l'écran et je reviendrai sur la suite, puisque le mot de passe, je t'en laisse la primeur d'expliquer ton point de vue sur ce sujet-là. Donc, comme l'a dit Christian, les mesures qu'on va vous présenter, et d'autant plus la première, toutes les pratiques que je vais vous présenter, en fait, vous pouvez les utiliser aussi bien en tant que particulier chez vous qu'en entreprise. On verra que la seconde est peut-être un peu plus spécifique en entreprise. Tu y arrives, Christian, ou pas? Ça va venir, ça vient. Ouais. Vous le voyez là? Voilà. Oui, c'est bon. Tu peux le lancer en diaporama. Oui, exact. Voilà. Je te remercie. Donc, très rapidement, on va commencer donc, sur les mots de passe. Le but de la présentation, donc, c'est déjà de vous rappeler les bonnes pratiques pour la création d'un mot de passe. Et ensuite, je vais vous présenter réellement comment on peut s'en sortir et comment on peut travailler correctement avec un gestionnaire de mots de passe pour faciliter un peu tout ça. Donc, tu peux passer suivante. Voilà. Donc, oups, elle est un peu vite là. Je reviens en arrière. Ouais, voilà. Donc, en gros, très rapidement, on a besoin aujourd'hui de plus en plus de mots de passe entre les différents sites, les différents réseaux sociaux, les messageries. Donc, c'est de plus en plus dur de s'en rappeler et pourtant, il est primordial d'avoir un bon mot de passe robuste. Donc, pour ça, une des premières pratiques que préconise l'ANSSI, c'est d'utiliser au moins 12 caractères. C'est après d'essayer de mélanger tout ce qui va être minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Donc, vous avez une très bonne publicité en ce moment que je citerai pas qui fait un peu d'humour autour de ces mots de passe. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, avec les différents outils et différents dictionnaires, ça va assez vite d'arriver à craquer ces mots de passe. Donc, l'idée est de les complexifier et quand on les multiplie avec leur complexité, c'est d'autant plus dur de s'en rappeler. Donc, tu peux avancer.
Voilà, donc typiquement, le petit rappel de Fix qui avait fait, donc dessinateur qui a fait quelques dessins humoristiques à l'occasion du mois européen de la cybersécurité, que vous pouvez retrouver sur l'ANSSI, qui illustre bien les petits problèmes que l'on peut avoir dans ce cadre-là, avec des pratiques où on pense faire le nécessaire, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas, pas toujours efficient et on va dupliquer l'usage des mots de passe. Donc on peut continuer. Du coup, on va rentrer réellement dans le vif du sujet. Comment fonctionne un gestionnaire de mots de passe, quel est son but et son intérêt. Donc un gestionnaire de mots de passe, en fait, ça va être une application qui va vous permettre, à l'instar d'un coffre-fort, en fait, de stocker l'ensemble de vos mots de passe de manière sécurisée. L'idée étant en fait que vous ayez plus qu'un seul et unique mot de passe à mémoriser, qui va être la clé pour ouvrir votre gestionnaire. Et ce mot de passe, il faut qu'il soit robuste. L'idée qu'il soit le plus complexe possible, mais que vous arriviez à vous en rappeler. Et comme on commence à accéder un certain nombre de caractères et que pour s'en souvenir, souvent l'idée est de construire une phrase, c'est vrai qu'on ne parle plus de mots de passe, mais plutôt de passe-phrase. Aujourd'hui, vous avez certains de ces gestionnaires que vous pouvez trouver qui, en plus d'un mot de passe, peuvent être sécurisés par une double authentification, par des jeux de clés asymétriques, donc des jeux de clés de chiffrement asymétriques, ou même par un côté biométrique, donc soit reconnaissance faciale sur les nouvelles générations de tablettes ou de PC, soit par lecteur d'empreintes, donc sur un smartphone ou sur certains PC portables. Tu peux aller à la suivante. Donc, de manière générale, ce qui fait la sécurité du mot de passe, ce n'est pas juste que la base de données, qu'on ne puisse pas accéder à l'application, c'est qu'également la base de données, donc tous les mots de passe et tout ce que vous mettez dans votre gestionnaire, donc la base de données qu'on appelle souvent en français ou portefeuille de mot de passe ou chambre forte, est chiffrée. Donc ça veut dire que même si vous faites voler la base de données, on ne peut pas accéder au mot de passe, puisque je peux en refaire un cours sur le chiffrement, mais quand vous êtes déjà sur du 128, un chiffrement AES 128, il faut très 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 longtemps aujourd'hui pour arriver à casser ce chiffrement. Donc vous avez largement le temps vous avez plusieurs années devant vous pour pouvoir réinitialiser tous vos mots de passe. Donc, c'est l'intérêt de ces gestionnaires, c'est que si l'accès, vous le protégez suffisamment bien, on ne peut pas vous voler les mots de passe que vous mettez à l'intérieur. Et effectivement, donc, les gestionnaires de mots de passe ont d'autres fonctions que juste mettre un mot de passe. C'est déjà que vous pouvez avoir dans pratiquement tous des systèmes de cloisonnement des données, donc vous pouvez organiser vos mots de passe en fonction de leur utilité. Vous pouvez les organiser par rapport aux équipes qui doivent y accéder ou potentiellement aux clients à qui vous voulez partager ou au sein de vos équipes ou même avec vos partenaires et vos clients. Et vous avez également le fait de... Donc ce partage, il se fait soit par des mécanismes qui sont déjà intégrés dans l'application, soit par l'ouverture simultanée de plusieurs portefeuilles. Donc on peut passer à la suivante. Voilà, donc quelques exemples assez fréquents qu'on va trouver dans des gestionnaires de mots de passe, en plus du fait de stocker, comme je vous disais, c'est que la plupart du temps, ils intègrent un générateur, comme ça vous n'avez pas besoin de vous poser la question de comment avoir un mot de passe sécurisé chaque fois qu'on vous le demande. Donc vous pouvez jouer, normalement tous les générateurs aujourd'hui vous
permettre de jouer sur la longueur du nombre de caractères que vous allez mettre, sur la composition, sur une durée de validité. Et vous avez aussi certaines fonctions où vous pouvez trouver, voilà, où vous allez avoir en fait des mécanismes qui vous permettent de passer directement du gestionnaire de mots de passe à la page de login sur le site web auquel vous voulez accéder une fois que vous avez votre identifiant et votre mot de passe qui sont enregistrés et reconnus dans votre portefeuille. Donc, c'est une fonction donc, qu'on appelle souvent d'autoscript. Et en fait, le principe étant de soit fonctionner par un raccourci clavier géré par l'application quand elle est ouverte et qui reconnaît les fenêtres de saisie login mot de passe, soit plus communément, c'est à travers un plugin qui s'installe directement dans le navigateur web que vous utilisez. Et vous avez aussi dans les fonctions là que je cite assez communes, de plus en plus les gestionnaires de mots de passe se transforment en coffre-fort numérique. Donc vous pouvez y adjoindre d'autres éléments que juste un login, un mot de passe et une URL. Vous pouvez donc y joindre des fichiers et d'autres éléments qui peuvent vous servir quotidiennement et que vous avez besoin de sécuriser. On peut aller sur voilà. Donc l'idée de la présentation là va être sur la suite de vous présenter un petit peu deux approches différentes sur un gestionnaire de mots de passe sans prévaloir l'une de l'autre parce que les deux, vous allez voir, ont un avantage. C'est la première qui va être de comment utiliser, quels sont les intérêts d'installer l'application sur les postes clients directement. Et la seconde qu'on verra après, d'avoir plutôt un service dans le cloud. Donc les applications installées sur le poste, souvent ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est la portabilité du trousseau que vous allez avoir, donc qui va être simple à utiliser puisqu'on l'a directement sur son poste, où on sait très bien où se trouve la base de données et où en gros c'est vous qui avez la main sur son emplacement, sur la manière dont elle est chiffrée, sur comment vous y accédez. Souvent, ces applications donc, vont être installées sur le poste directement, le poste de travail, sur une clé USB pour pouvoir être transportées, ou alors sur un stockage réseau dans l'entreprise, ou directement sur un stockage dans le cloud où vous déposez juste votre base chiffrée. Dans le dernier cas de figure, le gros intérêt quand vous êtes sur une offre cloud, sur un stockage dans le cloud, c'est que vous pouvez partager ce portefeuille entre votre poste de travail, votre smartphone, une tablette, le poste de travail à la maison. Voilà. Donc vous les avez à un seul endroit, vous prenez un stockage quelconque et vous pouvez du coup accéder à votre base. Le point d'attention sur cette partie-là, effectivement, c'est tous les gestionnaires de mots de passe n'ont pas forcément, quand ils sont à destination du poste, n'ont pas forcément une fonction intégrée de synchronisation. Donc, si vous ouvrez votre gestionnaire, que vous sauvegardez vos mots de passe sur votre poste de travail, si le soir, en rentrant à la maison, vous voulez vérifier parce que vous utilisez la même base et vous voulez vérifier un mot de passe et que vous le réouvrez, en fait, vous allez désynchroniser vos bases et potentiellement ne pas être sûr à chaque fois que vous ouvrez d'avoir la dernière version à jour de vos mots de passe. Donc ça demande un peu de rigueur, il faut faire un petit peu attention à l'usage à cet usage-là. Le fait de pouvoir l'installer sur une clé USB, une des fonctions un peu qui est mise en avant, c'est de pouvoir justement transporter plus facilement sa base de données.
la problématique de ce stockage-là, c'est qu'une clé USB, si vous en utilisez, vous avez déjà pu vous rendre compte que c'est pas toujours très fiable, ça n'aime pas trop les chocs et pourtant on a tendance à la mettre au fond de la sacoche de l'ordinateur, au fond du sac à main, au fond de la besace, dans la poche. Voilà, donc ça peut s'allumer très vite et comme le disait Christian, c'est au moment où on en a besoin où on s'aperçoit que la clé est foutue, qu'on ne peut plus y accéder. Donc si vous optez pour une solution sur clé USB, surtout pensez à faire des backups réguliers ailleurs et ce sera le tutoriel qu'on verra un peu après. Donc tu peux continuer. Donc sans vouloir faire de prosélytisme pour une version ou une autre, sur les deux sujets, j'ai choisi de vous présenter deux outils que personnellement j'ai déjà essayé et testé, donc sur lesquels je peux un peu parler. Donc il y a KeePass qui est dans l'optique d'installation directement sur le poste. Un logiciel qui a été certifié par l'ANSSI, donc qui a obtenu le visa de sécurité, qui est recommandé par la CNIL, qui a été validé aussi au niveau cybersécurité européenne. Donc c'est déjà un outil qui a fait ses preuves. C'est un logiciel qui est open source. Donc ça veut dire qu'on peut accéder au code de l'application de manière légale et de manière claire, ce qui permet effectivement de voir réellement ce que chaque fonction fait et que le logiciel fait bien ce qu'il dit qu'il fait. Il a l'avantage d'être multiplateforme aujourd'hui, donc vous pouvez avoir la version KeePass officielle pour Windows, puisque un natif il est sur Windows, et vous avez des versions plus ou moins officielles, mais nombreuses sont validées et donc sécurisées, donc sont validées par KeePass sur le respect du code pour être portées sur d'autres plateformes. L'autre avantage, c'est que KeePass est gratuit. On peut passer justement sur les autres avantages. Donc, quelques fonctions proposées par KeePass. Donc, comme je le disais précédemment, c'est directement la génération de mots de passe, le remplissage automatique des logins passwords quand on est sur une page. Si vous ne l'utilisez pas de manière automatique ou si votre navigateur, parce qu'il n'est pas forcément compatible avec tous les navigateurs, ne le permet pas, vous avez de toute manière les fonctions de copier-coller en un clic qui fonctionnent très bien et qui ont l'avantage en fait d'être supprimés de votre presse-papier dans un délai standard de 12 secondes. Donc ça vous laisse le temps normalement de rebasculer sur votre fenêtre de navigateur et de faire votre coller. Si toutefois vous trouvez que c'est trop court, dans les paramètres de l'application, vous pouvez rallonger ce temps, voire le réduire dans certains cas. Il y a effectivement aussi cette possibilité d'avoir une date d'expiration pour les mots de passe. Donc, sur certains sensibles ou certaines applications, notamment des applications bancaires où on vous limite le nombre d'usages, vous pouvez essayer d'anticiper en vous donnant une date de validité du mot de passe, ou sur d'autres cas, vous pouvez vous dire qu'il y a des cas d'usage où c'est très pratique d'avoir cette fonction paramétrable. Vous pouvez importer, exporter des données. Donc en fait, si vous avez déjà des mots de passe qui sont stockés ailleurs ou sur notre application, vous voulez évoluer, l'import-export est compatible avec beaucoup de formats de fichiers standards, CSV, HTML. Donc vous pouvez, plutôt que tout ressaisir, faire un import direct. Et après, il y a une fonction effectivement de classement et d'organisation de la base et de recherche qui sont assez efficaces. Un des autres avantages de KeePass, c'est que il a effectivement des fonctionnalités, on va dire, plutôt basiques, pas forcément qui ne répondent pas forcément à tous les cas d'usage. Par contre, il y a de nombreux plugins qui existent. Alors, il faut faire attention avec les plugins parce que certains ne sont pas forcément validés et pourraient amener un risque. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Mais je dirais qu'avec l'ensemble des plugins qu'il y a, vous êtes capable de faire
a priori tout ce que vous auriez besoin de faire avec un gestionnaire de mot de passe. Tu peux passer peut-être au dernier sur celui-là. Voilà, donc rapidement, la version officielle, donc ne pas se tromper, est disponible sur keepass.info. Donc comme je le disais, il y a les liens vers les versions spécialisées par plateforme et vers les plugins. Il y a aussi les packages de langage, puisque KeePass par défaut est en anglais, et vous pouvez télécharger d'autres langues. Et comme c'est un logiciel qui a une très bonne réputation, vous pouvez trouver de nombreux tutoriels sur Internet. J'en cite un en particulier parce que je trouve qu'il est très très lisible. Il donne un bon aperçu, même s'il n'a pas été remis à jour, je pense, avec les dernières versions sur ce que j'ai pu en voir, donc qui est keepass.fr. Il a l'avantage d'être donc en français et très clair. On peut passer à la suite. Donc là, je vous ai mis, pour vous donner un peu un aperçu de ce que ça donne, 3 captures d'écran de KeePass. Donc la première à gauche, qui est justement la manière et le paramétrage que l'on peut avoir sur la génération d'un mot de passe. Donc typiquement, justement, quand je parlais des banques qui souvent aujourd'hui dans les applications en ligne ne sont qu'en chiffres, vous pouvez très bien décocher les cases et choisir de mettre uniquement des chiffres. Vous avez donc la vue, si on continue en bas à droite, un peu spécialisée, donc qui est sur une nouvelle entrée, donc qui est en gros un mot de passe où vous pouvez donner donc un titre. Vous avez le username et le password qui est répété 2 fois. Quand vous cliquez sur les 3 petits points, il vous l'affiche. Quand vous cliquez sur la petite croix derrière, c'est pour ouvrir le générateur que je vous ai présenté juste avant. Et vous avez une barre rapidement qui vous donne à peu près la qualité de votre password. On peut avoir bien entendu l'URL vers lequel on pointe quand on est sur un site internet. Et comme je vous disais, la date d'expiration en bas. Par rapport à ça, vous pouvez aussi choisir d'ajouter, si vous avez besoin, dans des cas un peu spécifiques, des champs custom sur les mots de passe. Voilà, et un peu à quoi ressemble le KeePass. Et vous avez la première, excusez-moi rapidement Christian, la première image en haut qui vous donne l'ensemble d'une arborescence que vous pouvez avoir, et les 2 onglets qui vous montrent l'usage de 2 bases, de 2 portefeuilles de chiffres. Et donc on est sur une version KeePass 2 et donc on est sur une base de données en KDBX. Donc ça, c'est l'extension de la base de données de KeePass, du portefeuille de KeePass. On peut continuer. Donc sur la partie utilisation d'un gestionnaire dans le cloud, donc plutôt en mode SaaS, on retrouve en fait sur ce genre de choix tous les avantages qu'on va avoir à utiliser du cloud. Donc c'est l'accessibilité depuis un peu n'importe où et depuis diverses plateformes. Donc ça permet d'avoir une intégration beaucoup plus rapide dans l'entreprise, de ne pas avoir besoin de connaissances informatiques spécifiques une fois qu'on est bien accompagné pour prendre en main le paramétrage de l'outil. Et bien sûr, c'est le fournisseur de l'offre qui se charge de maintenir à jour l'application donc dans sa gestion quotidienne et dans ses mises à jour. Donc c'est vrai que ça a un aspect plutôt facilitant sur ce côté-là. Je te laisse passer à la suivante. Voilà. Oui, donc le point d'attention en fait sur la partie cloud, c'est quand votre base de données elle est déposée directement sur des serveurs accessibles depuis Internet. Donc c'est faire attention qu'il y ait bien un chiffrement de la base de données en elle-même, que en gros, quelles sont les conditions et les possibilités qu'a l'éditeur et qu'est-ce qu'il vous garantit sur l'accès
L'accès aux données, on va voir un peu plus précisément avec l'exemple de quoi je veux parler. Et voilà. Donc en gros, sur la partie SaaS, moi j'ai choisi de vous présenter rapidement l'outil Bitwarden, donc qui est un outil assez récent, mais qui a déjà beaucoup de succès. Voilà, donc comme KeePass, il est open source, donc il présente les mêmes avantages que KeePass sur ce point-là, donc sur l'auditabilité et la clarté du code et de à quoi il sert. Il est également donc en natif, lui, multiplateforme. Donc vous avez une application que vous pouvez installer sur le poste de travail, que vous soyez en Windows, en Mac ou en Linux. Il est aussi directement accessible depuis pratiquement tous les navigateurs web. Donc, Bitwarden héberge ses infrastructures aux États-Unis. Donc, il est soumis au Patriot Act et à toutes les lois américaines. Par contre, pour pallier aux éléments qui pourraient être gênants par rapport à ça, en fait, Bitwarden garantit un chiffrement des données directement depuis l'application ou le navigateur depuis l'application ou le navigateur directement jusqu'à la base de données. Donc en gros, ils garantissent que eux ne peuvent jamais accéder à vos données en clair. Donc dans les fonctions intéressantes de Bitwarden, chiffrement donc assez important, AES 256 de bout en bout, couplé à un hachage et à une génération, une dérivation de clés PBKDF2. Voilà. Une authentification possible à 2 facteurs. Un partage sécurisé entre des groupes d'utilisateurs, enfin des utilisateurs ou des groupes. Ces groupes peuvent être synchronisés donc en entreprise, c'est très intéressant, directement par un Active Directory ou un autre LDAP et différents éléments de ce type-là que vous pouvez trouver sur les plateformes cloud. Donc il a également un générateur puissant de mots de passe et de phrases, oui, de passe-phrases donc, d'import-export également où on peut nativement importer une base de données qui passe par exemple, que je vous ai présenté juste avant. Il permet de stocker des fichiers directement dans sa base, donc par rapport aux exemples que je vous ai présentés tout à l'heure, en plus de créer ou de stocker sa carte d'identité, son numéro de carte d'identité, on peut très bien y stocker la numérisation de la carte pour aller jusqu'au bout. Il dispose d'API. Donc ça c'est pareil, quand on a un système d'information avec une équipe dédiée à ça, ça peut être intéressant de pouvoir y accéder par API. Et voilà. Et en gros, il a une application mobile qui est vraiment dédiée à ça et qui est très performante. Donc de la même manière, le site officiel, donc c'est bitwarden.com, vous pouvez récupérer les versions à télécharger, que ce soit pour le poste de travail, pour les extensions de navigateurs, donc supporter Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, Brave et Gpatoumi. Pour les smartphones, il y a directement l'application sur le Play Store. On peut trouver sur le site l'accès au code source directement. Et ce qui est très intéressant plutôt avec Bitwarden, c'est qu'il propose également une version sur une image Docker pour les gens qui souhaitent l'héberger eux-mêmes. Donc par rapport à revenir un petit peu du mode SaaS vers un mode maîtrisé chez soi, et bien on peut très bien installer
dans son entreprise, sur son serveur ou chez son hébergeur préféré. Si on ne veut pas l'avoir aux États-Unis et qu'on a déjà des applications dans le SaaS, on peut très bien déporter et déployer Bitwarden sur des infrastructures plus maîtrisées. Donc, de la même manière, quelques captures d'écran où on voit que l'outil est un peu plus, en termes de design, un peu plus moderne que KeePass. Donc, on retrouve justement le générateur de mots de passe qui se présente un peu comme, on retrouve un peu les mêmes éléments que ce que vous avez déjà pu voir ou que ce qu'on trouve dans KeePass que je vous ai présenté tout à l'heure. Sur la fenêtre du haut, vous avez un petit peu l'arborescence et les différents groupes que l'on peut voir, même si je m'aperçois que c'est un peu petit. Et en gros, sur la fenêtre, la capture d'écran d'image en bas à droite, vous avez des recherches et que compose un élément donc, de base dans Bitwarden. Vous pouvez mettre donc, des identifiants, des cartes de paiement, des identités où vous pouvez, en gros, c'est une fiche contact que vous pouvez pousser jusqu'à une fiche d'identité avec des éléments type numéro de CI, numéro de passeport ou numéro de badge si ça s'arrête au contexte purement de l'entreprise. Et vous avez aussi des notes sécurisées. Donc voilà un petit peu ce qui est proposé dans Bitwarden. Voilà. Christian, tu proposais qu'on fasse plutôt les questions-réponses à la fin. Donc, je te laisse reprendre la main. Oui, je n'arrive pas à voir si effectivement il y a des questions ou pas dans la conversation, mais n'hésitez pas. Il n'y en a pas nu. Il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de l'eau, en fait, sur tel et tel sujet, parce qu'on ne reviendra pas forcément après sur tous ces sujets-là, à les mettre sous forme de questions dans la conversation de groupe Zoom. Ou sinon, vous nous les enverrez directement après. Et de toute façon, on aura un moment d'échange non enregistré, questions-réponses, à l'issue, où vous pourrez effectivement prendre la main chacun à tour de rôle. Voilà, donc à moins qu'il y ait des questions, mais allez-y sur le chat, éventuellement du groupe, si c'est des questions immédiates. On peut en prendre 2 ou 3 le temps que je partage l'écran. Voilà, je vais faire la manipulation de remettre sur l'autre présentation. Oui, c'est Amine. J'ai juste une petite question. Bon, je suppose que tout le monde sait pourquoi plus un mot de passe est sophistiqué et plus c'est difficile à craquer. Mais est-ce que vous pourriez réexpliquer la raison? Vous disiez tout à l'heure que dans certains cas, il faudrait des années pour que ça soit craqué. Techniquement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit qu'on ait vraiment le temps de rentrer sur tous les principes de chiffrement, mais aujourd'hui, le principe du code, enfin d'un chiffrement, donc 128 correspond au nombre de bits qui sont utilisés pour chiffrer pour utiliser la clé pour chiffrer les pièces. 256, donc on est encore plus nombreux. Et en fait, comme on est sur 128 bits de chiffrement, en gros, c'est le nombre de possibilités aléatoires qu'il faut tester pour arriver à trouver la clé. Donc, plus vous augmentez ce chiffre-là, plus le temps est exponentiel. Et aujourd'hui, les puissances de calcul que l'on a à disposition permettent de dire qu'un code de 128 bits est suffisamment puissant. Et la plupart du temps, aujourd'hui, on est déjà sur du 256. Donc, on fera j'ai une autre présentation où j'avais mis un peu ces éléments-là. On fera éventuellement un point. Vous avez Kaspersky pour ceux qui sont intéressés, donc qui est un outil d'antivirus qui a sur son site une petite page. Donc là, je n'ai pas l'URL, mais avant, je la posterai en message, je ne l'ai pas sous les yeux, qui est en fait un outil en ligne où on peut saisir le mot de passe. Et en fonction de sa complexité, il vous permet il vous donne une estimation du temps qu'il faudrait pour arriver à craquer le mot de passe. Et c'est là où c'est intéressant de
de comparer un mot de passe complètement aléatoire qui est avec à base de je tape n'importe quoi sur mon clavier avec des chiffres, des majuscules, des caractères spéciaux, et de taper un mot de passe plus long, donc de s'arrêter en gros aux 12 caractères que je vous ai proposé tout à l'heure, qui est le minimum conseillé par l'ANSSI aujourd'hui. Par rapport à ça, vous comparez ce même mot de passe qui paraît très complexe et qui est impossible à retenir avec une phrase toute simple, juste deux mots associés, clé, maison, soleil, beau temps, et vous voyez que en gros, quand vous arrivez à plusieurs caractères, ben, le temps qu'il arrive à constituer, à essayer qu'un outil actuel essaierait de trouver ces éléments-là, alors que ce sont des mots de tous les jours que vous avez dans les dictionnaires, ben, le temps est estimé au même, voire plus important, parce qu'aujourd'hui, il est plus important d'avoir, enfin, il est important d'avoir le maximum, les mots de passe les plus longs possibles. Voilà, j'ai essayé de ne pas trop rentrer dans les détails techniques. On pourra éventuellement faire ça sur une autre présentation. Donc, Christian, je te laisse. Ok, merci Emmanuel. Oui, alors juste pour servir de transition, en fait, avec le contexte du coup des gestes barrières et des gestes simples, vous avez pu voir avec Emmanuel effectivement qu'on peut descendre dans des choses assez techniques dès qu'on parle d'un sujet simple. Donc déjà, les 12 caractères, c'est bien. Emmanuel est allé beaucoup plus loin en disant si vous voulez en savoir plus, vous avez aussi les gestionnaires de mots de passe, donc avec différents exemples. On va revenir aux basiques. De toute façon, en matière de cybersécurité, j'en profite pour le dire là, la question, elle n'est pas de savoir si quelqu'un qui vous cible réellement va réussir à rentrer ou pas. La question, c'est de savoir comment on arrive à le faire reculer en termes de temps. Celui qui veut vraiment rentrer, de toute façon, il rentrera. C'est comme les cambriolages. Vous ne faites que retarder effectivement l'accès d'une personne quand vous êtes vraiment ciblé. On dit souvent, pour faire l'analogie avec les cambriolages et la cybersécurité, d'où la notion d'importance de savoir qui vous cible et pourquoi au niveau de la compréhension du sujet. C'est si à un moment donné, le malfrat, quelque part, il veut visiter une série de villas dans une rue, il faut juste que vous soyez mieux protégé que le voisin. Il va essayer de manière globale et ça ne passe pas, il passe à la villa suivante, il a 10 secondes pour essayer de le faire. Si par contre vous êtes complètement ciblé, votre voisin peut laisser sa fenêtre ouverte, sa porte ouverte, il ne sera pas embêté ni inquiété, alors que le malfrat, il va rentrer avec une voiture bélier, il va rentrer par le sous-sol, etc., parce que c'est vraiment vous qui l'a en cible. Donc tout ce qu'on est en train de faire là, c'est exactement comme l'installation d'une porte blindée, c'est que vous ne faites que reculer et rendre plus difficile l'accès à vos systèmes d'information. Donc plus vous allez complexifier les mots de passe, plus vous allez protéger ça, et plus difficile sera l'accès à l'intérieur de chez vous. Voilà, c'est pour refaire un petit peu le lien avec les choses très simples. Donc, je reprends maintenant juste, je vais dire une ou deux phrases sur deux sujets, les 12 règles essentielles, mais vous avez compris avec ce premier exemple qu'on pourrait les prendre tous et passer une demi-heure sur chacun de manière technique. Et je vous invite éventuellement à nous suggérer des sujets, soit que vous pourriez présenter ou pas. Mettre à jour les logiciels. Alors, je prends le deuxième. Mettre à jour les logiciels, c'est la deuxième recommandation. Alors, juste un exemple que je vais vous donner comme ça à l'oral. Je vais revenir sur WannaCry que j'avais cité juste avant. Pourquoi on vous dit de mettre à jour les logiciels et pourquoi en ce moment c'est crucial. Donc, WannaCry, je vous rappelle, mai 2017, 300 000 ordinateurs infectés dans le monde, 150 pays touchés. Donc, c'était un ransomware. Donc, ce qui était indiqué, je lis mes notes, c'était l'exploitation d'une vulnérabilité dans les versions de Windows antérieures à Windows 10 qui n'avait pas la mise à jour de sécurité MS17-010 qui était du 14 mars 2017. Dit en d'autres termes, c'est juste pour illustrer le propos de pourquoi il faut mettre à jour. WannaCry, vous étiez en Windows, non Windows 10. La mise à jour était connue. Windows avait publié la mise à jour, enfin Microsoft avait publié la mise à jour le 14 mars. 2 mois plus tard, cette vulnérabilité avait été faite. Sous-entendu, vous n'aviez pas fait de mise à jour de votre système Windows
dans les 2 mois qui ont suivi la publication de la mise à jour, vous étiez victime de WannaCry. Voilà, vous faites vos mises à jour régulièrement, vous passez à côté. Voilà, c'est ça un peu le sujet. Je trouve cette illustration, elle est très parlante parce que certains se disent « Ah oui, je fais des mises à jour, je ne vais pas m'embêter, je vais faire des mises à jour dans mon entreprise parce que c'est compliqué une fois tous les 3 mois. » Ça ne vous protège pas. Voilà. Donc, le conseil là-dessus, c'est faites des mises à jour dès que vous pouvez. Et une des recommandations qui était même dans un média grand public avec le Covid, c'était profitez du temps que vous avez en confinement pour mettre à jour tous vos systèmes chez vous et vos logiciels parce que déjà, vous commencez à vous protéger. Voilà. Autre sujet, j'en dirai pas plus sur le sujet là-dessus. Alors, bien connaître ses utilisateurs et ses prestataires. Pourquoi ce sujet-là est important également? J'allais dire attention aux accès distants. C'est ce qu'on a dit avec le Covid en particulier. Attention aux accès distants. Vos utilisateurs, jusque-là, ils avaient leur PC d'entreprise. Vous saviez qui était derrière le PC. Vous arrivez à maîtriser qui est derrière le PC parce qu'il était rentré, il était assis sur un poste derrière un bureau. Aujourd'hui, votre utilisateur, vous ne savez pas qui est derrière le PC. C'est peut-être le fils, c'est peut-être la femme, c'est peut-être la femme de ménage qui passe à la maison du domicile. Donc, il y a un certain nombre de choses où vous ne connaissez pas forcément vos utilisateurs, tout simplement parce que vous ne maîtrisez pas la chaîne de bout en bout. Les prestataires, c'est la même chose. Bon, on parle toujours de la femme de ménage, mais bien connaître ses prestataires, c'est aussi des stagiaires. Vous prenez des stagiaires en entreprise, vérifiez quand même un petit peu d'où ils viennent. Beaucoup d'entreprises se sont faites avoir avec des stagiaires d'école qui viennent de Chine. Oui, c'est un super partenariat entre une ville et une autre. Vous avez des stagiaires chinois qui sont tous sauf des stagiaires. Par contre, ils ont des accès à votre entreprise pendant le temps où ils sont. Et puis, généralement, qu'est-ce que vous faites? Vous oubliez de leur retirer leur user ID, mot de passe, etc. Au moment où ils quittent l'entreprise 2 mois plus tard. Ils peuvent encore allègrement aller chercher vos informations. Voilà, donc ça, c'est une recommandation qui est importante partout. Et que je vous ai exprès donné des exemples à domicile. C'est sachez qui est derrière, à un moment donné, votre ordinateur. Donc là-dessus, on pourrait faire encore X ateliers sur tout ce qui est autour de la gestion des identités et des accès. C'est tout ce qu'il y a derrière cette recommandation, mais comme vous le voyez, ça peut être déjà très, très simple. Là, voilà, je vais repasser la parole à Emmanuel, je vais re-switcher. Emmanuel a proposé également d'illustrer, mais sous un autre modèle que celui du choix d'outils précédent, de parler des sauvegardes qui sont cruciales, mais il va vous expliquer pourquoi et quelle méthodologie avoir. Et puis, je reprendrai la main après pour conclure avec les dernières règles de ce guide de l'ANSSI et de la CGPME. Je refais l'opération de switch. Hop. Voilà, donc en gros, l'idée de cette partie-là est vraiment de vous sensibiliser sur l'importance de sauvegarder les données. Et on parle généralement dans l'entreprise des données essentielles. Donc, tu peux passer sur le premier slide, Christian. L'idée vraiment, c'est que chacun doit se poser la question de est-ce que je sauvegarde bien l'ensemble des données que je ne dois pas perdre pour que mon entreprise continue de vivre. Donc, cette question-là, elle est primordiale et elle est unique pour chaque entreprise, je dirais, ou presque. C'est-à-dire que chaque entreprise va avoir son fonctionnement, ses données et son système d'information, aussi minime soit-il, qui va être différent de l'entreprise d'à côté. Et si je prends juste des données qui vont être les données clients, certaines entreprises vont avoir un système intégré de gestion des clients de bout en bout, de la relation complète intégrant les contrats, le système de facturation, jusqu'à la partie gestion de l'encaissement et de la comptabilité, et d'autres qui vont avoir plein de petits bouts et plein de logiciels différents pour chacune des activités. Donc, évidemment, ces 2 éléments ne vont pas se sauvegarder de la même manière et l'approche ne va pas être la même en fonction de l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a cette partie à avoir. Et les entreprises qui vont avoir de la R&D par rapport à une entreprise qui ne fait qui n'a pas justement de recherche ou de problématiques de ce type-là, ou de création,
les données à sauvegarder ne vont pas être les mêmes, ne vont pas avoir la même importance en fonction de comment on les regarde. Donc, il est important effectivement de sauvegarder régulièrement. Il ne faut pas se dire, comme Christian l'a dit, pour les mises à jour, c'est pareil. J'ai fait une sauvegarde, moi j'ai pas beaucoup de choses qui changent, je verrai, j'en referai une le mois prochain ou dans 6 mois parce que ça me prend de la place. Non, aujourd'hui on ne peut plus se permettre ça. Parce que tout va très vite, donc les données elles changent très souvent dans nos systèmes d'information actuels, donc il faut en changer, il faut sauvegarder régulièrement et ça permet en fait de pouvoir repartir très rapidement aussi en situation normale. Là on est un peu en situation de crise, on voit que le retour à la normale avec le déconfinement est très long. En analogie, le fait d'avoir une sauvegarde très fraîche, donc de la veille ou de la dernière heure, en fonction de la criticité du système, permet de pouvoir repartir avec une perte minimale et pas besoin de refaire tout ce qui a été perdu en cas de sinistre, d'attaque, voilà, ou de dysfonctionnement. Sans oublier le fait qu'une perte de données peut aussi venir d'une erreur humaine. Hein, tu peux y aller, je pense. Il y a le petit, non, il y a le petit dessin qui ne vient pas venir. Bon. Voilà, donc la sauvegarde régulière, en fait, c'est vraiment aussi aujourd'hui la première barrière technique contre une attaque de type ransomware. Donc aujourd'hui, on en parlait juste avant sur les bases de données, mais on n'a pas de techniques suffisamment et de puissance de calcul suffisante pour casser un chiffrement de données de manière rapide. Donc en gros, on considère que si un pirate chiffre vos données, vous demande une rançon, vous ne pourrez pas vous débrouiller seul pour récupérer vos données, il faut considérer qu'elles sont perdues. Voilà. Et en gros, le paiement de la rançon n'est pas conseillé, quoi qu'il en soit. Frédéric l'avait déjà dit la dernière fois, si je ne me trompe pas, parce que de toute manière, les pirates, aujourd'hui, on n'a pas réellement de cas, parce que c'est pas dans leur intérêt de ne pas vous rendre les données, mais par contre, vous ne savez pas le temps où ils ont eu accès, ce qu'ils ont pu en faire et ce qu'ils ont pu revendre à côté. Donc en termes de fuite de données, il faut considérer que vos données, elles sont perdues. Et il vaut mieux repartir de vos éléments parce que quand ils vont vous rendre vos données, vous ne savez pas ce qu'ils vont laisser aussi traîner avec. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir, pour se protéger, d'avoir une sauvegarde efficace. Donc ce qui est important de définir dans la manière de faire ces sauvegardes, c'est à quelle fréquence, sachant que vous n'allez pas forcément sauvegarder tous les éléments importants de la même manière, à la même fréquence. Vous avez peut-être des activités qui sont importantes, mais qui ne bougent que, si je prends l'exemple des fiches de paye, si c'est vous qui les générez en entreprise, vos fiches de paye, elles sont générées en fin de mois et vous n'avez pas besoin forcément d'avoir une sauvegarde tous les jours de vos fiches de paye. Il est important aussi de réfléchir au mode. Donc en gros, est-ce que on parle de sauvegarde complète, donc là vous sauvegardez l'intégralité des données, et vous avez d'autres méthodes qui sont plutôt incrémentielles ou différentielles. Donc là, en fait, c'est des techniques qui permettent de sauvegarder en gros par rapport à une référence juste les éléments qui ont changé, ce qui permet à la sauvegarde d'être plus légère, d'être faite plus rapidement. Par contre, quand on doit restaurer, ça demande plus de temps. C'est pour ça qu'en général, c'est un mix entre complète et incrémental ou différentiel. Il faut aussi se poser la question de la granularité. Est-ce que je sauvegarde complètement mon serveur ou est-ce que je vais juste sauvegarder des répertoires et des fichiers? Et du coup, cette réflexion-là en amont permet aussi de
quand on sera dans la phase de devoir restaurer une sauvegarde, de pouvoir dire est-ce que je vais restaurer un fichier parmi d'autres ou est-ce que je dois restaurer toute ma machine ou toute mon application. Et la dernière question est la durée de rétention de ces sauvegardes. Je parle bien, je fais juste un petit aparté de 2 secondes, on parle bien ici de sauvegarde et pas d'archivage. Tout ce qui est archivage, stockage, qu'on dit plutôt froid, donc des choses qu'on conserve pour y accéder un jour parce qu'on a des contraintes légales, par exemple. On ne parle pas de ce sujet-là, là on parle vraiment de sauvegarder les données actives, celles auxquelles on a besoin d'accéder et de travailler tous les jours. Voilà. Et de la même manière, sur les sauvegardes, comme pour les mots de passe où je vous ai présenté 2 approches, et en fait aujourd'hui sur les sauvegardes, on a aussi plusieurs approches. Est-ce qu'on les a en local? Est-ce qu'on les a dans le cloud? Ou est-ce que c'est un mix des deux? Et éviter effectivement de faire ce que font les petits personnages, de faire sa sauvegarde sur son poste de travail. Ça ne sert pas à grand chose à part encombrer son disque. Donc, il est très important sur la conservation des sauvegardes, effectivement, de mettre en place un chiffrement des sauvegardes. Si vous sauvegardez vos données sur votre disque dur externe, que vous avez mis toutes les sécurités adéquates pour accéder à votre système d'information, mais par rapport, donc avec des mots de passe, de la double authentification, mais que vous laissez la sauvegarde de vos données sur le disque dur qui est posé sur le bureau de la secrétaire, ce n'est pas forcément, en cas de cambriolage, une protection réellement efficace. Si vous optez pour une solution plutôt dans le cloud, les points importants sont effectivement de savoir où sont conservés dans le contrat, où sont conservées les données, et surtout, si elles sont hors de l'Union européenne, si vos sauvegardes sont chiffrées, normalement, vous êtes en conformité avec les exigences du RGPD, puisque dans vos sauvegardes, il y a des grandes chances qu'il y ait des données à caractère personnel dans vos sauvegardes d'entreprise. Du coup, le fait de les avoir chiffrées avant de les mettre sur des serveurs stockés hors Union européenne, ça permet de rester en conformité. Donc, un petit focus, donc, comme je vous ai parlé, sur les différents éléments que l'on va avoir. Donc, sur l'avantage d'une sauvegarde locale. Tu peux avancer, Christian. Donc, sur les sauvegardes locales, on a communément, et on va dire, des technos qui sont plutôt anciennes, mais comme elles évoluent également, qui peuvent aussi avoir des avantages. Donc, la sauvegarde sur bande, qui a l'avantage d'avoir une grande capacité de stockage et une capacité d'accès assez équivalente à des disques durs SSD et qui permet aussi d'avoir un taux de correction d'erreur aujourd'hui qui est un des meilleurs. Donc vous pouvez, comme je disais, avoir aussi un disque dur externe. La bonne pratique, c'est quand même d'avoir un disque dur qui ne sert qu'à la sauvegarde. Ne l'utilisez pas pour autre chose à partir du moment où vous utilisez ce support-là. Et en fonction de l'activité et sur certains périmètres, on peut aussi revenir au bon vieux CD ou DVD enregistrable. Il vaut mieux dans ce cas-là ne pas avoir beaucoup de données. Donc, quand on est sur ce système de sauvegarde, il faut penser à sortir les données pour ne pas les stocker au même endroit que l'ordinateur ou que le système qui est sauvegardé, puisque si on parle d'un incendie, par exemple, qui viendrait à dégrader les données de l'entreprise, si vous avez vos sauvegardes au même endroit, vous les perdez en même temps. Donc c'est plutôt ballot. Il vaut mieux éviter de faire cet amalgame-là avec ce type de support. On peut passer
à la suivante. Voilà. Donc, ce qui est intéressant avec ce type de support, c'est que c'est quand même relativement facile à utiliser pour des gens qui ne sont pas spécialisés en termes d'informatique. C'est plutôt un coût faible parce que même si on prend une solution lecteur de bande plus bande, donc le lecteur a un coût de quelques milliers d'euros, même peut-être un peu moins aujourd'hui. Par contre, les bandes sont pas chères en relation et par rapport à la capacité de stockage. Donc, c'est assez facilement mis en œuvre. C'est pas très cher en premier démarrage. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, on minimise le coût humain qu'il va y avoir en termes d'interaction dans le processus. Puisque par définition, le support étant amovible, il faut chaque fois qu'on veut faire une sauvegarde, mettre le support en place pour faire la sauvegarde et le retirer une fois que la sauvegarde est faite. Il faut avoir, et bien le penser avant, avoir une rigueur un petit peu organisationnelle pour gérer la rotation de ces supports, pour avoir toujours un support à disposition, pour savoir quel est le support qui correspond à la sauvegarde qu'il y a dessus. Donc, si vous faites une sauvegarde tous les jours et que vous avez des rotations qui sont prévues, il faut savoir sur quel support est la sauvegarde du lundi, celle du mardi, et ainsi de suite. Parce que, comme on l'a dit précédemment, la loi de Murphy est toujours là et il ne faut pas qu'au moment où on a besoin de restaurer rapidement des données, on se retrouve à chercher, être complètement désorganisé pour savoir sur quel support se retrouvent les fichiers et la sauvegarde dont on a besoin. Voilà, donc là, le petit point d'attention sur ce type de support, c'est effectivement que il faut penser à la durée de vie. Donc sur des bandes, on est quand même sur une durée de vie assez longue. Sur les CD, DVD, on estime que la durée de vie, elle est d'à peu près une dizaine d'années. Si on prend des éléments réinscriptibles, parce qu'on en a souvent, parce qu'on fait des sauvegardes régulières, la durée de vie, elle va être réduite. Et de la même manière qu'une clé USB qu'on trimballe facilement est fragile, comme je vous disais tout à l'heure, un disque dur amovible, donc si on est sur du SSD, on a un peu plus de sécurité, mais sur des disques durs SATA ou autres, on est quand même sur des éléments qui peuvent être fragiles. Si on les déplace, si on les échappe, on peut se retrouver à avoir des soucis sur ce support-là. Donc, il faut aussi prendre ça en compte quand on fait ce choix-là. Donc, tu peux passer à la suivante. Ça. Donc, une autre des possibilités, quand on reste sur une sauvegarde dite locale, c'est d'avoir un serveur de fichiers ou plus précisément aujourd'hui des systèmes NAS, donc de stockage sur le réseau, donc des baies de disques qui sont dédiées uniquement à la partie stockage et sur lequel on intègre des mécanismes de sauvegarde. Donc aujourd'hui, la plupart des solutions vont pouvoir proposer des outils de sauvegarde associés à leur baie de disque. Cette méthode, comme je l'écris, donc elle a beaucoup plus de souplesse que le fait de changer chaque fois son support amovible. Toutes les tâches du coup sont effectivement automatisables, y compris sur des mécanismes hors heure ouvrée. Et comme on a tout accessible sous la main en une fois, il est plus facile également de retrouver les sauvegardes que l'on veut restaurer. Donc, c'est des équipements qui sont un peu plus chers, mais on reste quand même sur des équipements qui restent raisonnables, puisque un serveur une baie de stockage NAS sur des premiers prix entreprises, on va être autour entre 2 000 et 3 000 euros pour des machines
suffisamment grosses pour la plupart des entreprises, donc enfin des petites TPE et PME. Donc on commence à être sur des produits intéressants. Donc ce qui est important de regarder effectivement sur ces équipements-là, c'est que ils ont un espace de stockage limité, donc il faut avoir pensé à le surveiller ou à gérer les sauvegardes régulièrement. Alors, j'ai Julie qui a une question qui demande vous ne parlez pas des sauvegardes externalisées automatiques fournies par un prestataire extérieur? Alors, pour l'instant, j'ai pas abordé cet aspect-là. On va un peu en parler de ces possibilités à travers la partie cloud. Il faudrait que Julie peut-être précise un petit peu parce que sur cette question-là, elle peut être vue sous différents aspects. Donc, je propose de dérouler ces quelques points et de voir ensuite ce qu'elle voulait dire par là. Donc, en gros, si on part plutôt sur une offre de sauvegarde dans le cloud, donc qui peut se rapprocher un petit peu de la question de Julie, si j'ai bien compris, en gros, on se retrouve avec les mêmes avantages que sur une application SaaS quotidienne. Donc, la mise à jour, le travail collaboratif qui est souvent facilité, et une flexibilité mobile plus grande. C'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, justement, a de plus en plus de mobilité. Là, on a eu, pas une mobilité, mais un confinement à la maison. Mais du coup, par rapport au poste de travail habituel, on se retrouve effectivement avec une notion de contexte hors bureau. Et le fait d'avoir une sauvegarde basée sur des outils dans le cloud permet en fait de sauvegarder les éléments de travail, donc que ce soit poste de travail mobile, portable, que ce soit smartphone quand ce sont des solutions compatibles, ou qu'on soit sur le poste de travail, qu'on soit en déplacement. Donc c'est cet aspect-là qui est important. Donc ce qui est important sur lequel il faut faire attention sur ces sauvegardes-là, donc c'est le contrat avec le fournisseur de services, les responsabilités des différentes parties, à savoir si la sauvegarde échoue, d'être sûr de la limite de responsabilité, que en gros, si vous perdez votre connexion Internet parce que votre opérateur a été coupé, de voir si derrière vous avez un désastre, comment se passe la récupération qui est en cause, enfin ces éléments-là, et si au contraire c'est votre fournisseur qui lui a un gros souci de disponibilité de son application au moment où vous devez faire vos sauvegardes. Donc bien faire attention à ces limites de responsabilité, être sûr qu'on est bien couvert. Et idéalement la localisation des sauvegardes, voire souscrire avec ou s'assurer avec son prestataire que ces sauvegardes sont bien éventuellement dupliquées dans plusieurs centres de données afin de garantir un peu plus leur sécurité. Ce qui est aussi pas négligeable, ça c'est du vécu. On n'est pas encore sur un territoire numérique équivalent pour tout le monde, et le fait de sauvegarder ces données dans le cloud, ça consomme de la bande passante. Donc si ça se fait en heure ouvrée, ça peut saturer le réseau, voire empêcher des mises à jour logicielles dans l'autre sens, voire perturber vraiment fortement le travail. Ou prendre un temps indéfini qui au final fait que la sauvegarde n'aboutit pas quand les débits sont trop faibles, puisque les logiciels les plus performants qui offrent ce genre de possibilités
vont adapter le débit par rapport à l'usage de la bande passante. Donc, si la sauvegarde se fait pendant que les gens travaillent, il va y avoir un débit minime. Et en fait, quand le débit est vraiment trop bas, il se peut que des éléments des parties de la sauvegarde échouent. Voilà, donc ça, c'est des précautions à prendre et à bien se poser des questions sur cet usage-là, d'être sûr d'avoir un réseau qui peut permettre, en fonction de la volumétrie, des données à sauvegarder. Pour finir, après je regarderai, on essaiera de répondre aux questions si j'ai que partiellement répondu ou pas du tout répondu. Aujourd'hui, il y a des manières dans ce qu'on appelle un petit peu hybride, donc c'est sauvegarder en local et en même temps faire des copies sur des offres cloud. Et du coup, aujourd'hui, il y a quand même plusieurs fabricants de baies de stockage de type NAS qui proposent en même temps que leurs produits une offre donc avec ou sans abonnement. Donc des fois c'est intégré dans la vente du produit de pouvoir synchroniser et une fois qu'on a sa sauvegarde en local, le système va dupliquer automatiquement sans qu'on ait rien à faire les données sur un espace cloud. Donc c'est un côté hybride qui est clé en main par un même outil et qui est fait, donc là je parlais d'éditeurs, de fabricants, et qui peut être effectivement quelque chose qu'une prestation externe va venir avec un ou plusieurs outils pour vous proposer de sauvegarder sur un serveur de fichiers local et ensuite exporter vers un autre point de stockage pour avoir une copie supplémentaire hors site, donc qui pallie à la problématique de si c'est le site qui est compromis, soit par une catastrophe naturelle, soit par une dégradation volontaire ou involontaire du système d'information. Et donc, alors là, donc Julie n'a pas continué. Donc je suppose que, alors vous ne parlez pas des sauvegardes externalisées automatiques fournies par un prestataire extérieur. Voilà, c'est un peu le dernier sujet sur la partie cloud quand même qui se rapproche de ça. C'est-à-dire que le prestataire extérieur va effectivement venir mettre en place, mais ça c'est une proposition de service, c'est pas. Moi, je l'ai abordé de manière plus globale, puisque derrière, s'il vient mettre en place les... D'accord. Bon, j'ai répondu au point de Julie, du coup. Donc, j'avais bien compris sa question. Voilà. Et qu'en est-il de la sécurité des données dans le cloud? Donc, si les données sont chiffrées avant d'être expédiées dans le cloud, et ce qui est conseillé, et ce qui est fait normalement dans les bonnes pratiques, on couvre cette partie-là. Voilà. Christian, je te laisse poursuivre. Je vais essayer de terminer. Je regarde l'heure. Je vois qu'il reste. Je vais essayer de conclure les derniers points en 10 minutes pour essayer de respecter le principe du 17h-19h. Après, bon, s'il y a des questions qui peuvent déborder éventuellement, on peut aussi les prendre. Voilà. Donc, je voulais donc, si ça veut bien avancer. Voilà. Donc, je termine juste dégrainé sur le principe de compréhension des sujets des 12 règles essentielles. Donc, vous avez vu qu'on va aussi bien du technique assez profond avec Emmanuel à du purement comportemental avec peut-être ce que je présente en mode ultra light pour comprendre le sujet. Mais vous voyez bien que chacun de ces sujets-là peut amener un atelier de 1 heure encore largement sur chacun des sujets. Voilà, donc bon, sécuriser, le 5e recommandation de 12 règles essentielles, c'est sécuriser l'accès Wi-Fi de l'entreprise. Donc on pourrait avoir effectivement une séance complète avec toute la partie connexion, réseau, VPN maintenant avec le travail à distance tel que ça avait été évoqué la dernière fois. Il y a pas mal de sujets, on ne va pas les aborder là, c'est juste pour vous lister les règles essentielles. Être aussi prudent avec son smartphone ou sa tablette qu'avec son ordinateur. Comme on l'avait dit, beaucoup de surfaces d'attaque nouvelles avec des systèmes d'exploitation différents, iOS, Android, etc., arrivent alors qu'on essayait de sécuriser tant bien que mal du Windows ou du Linux ou des choses comme ça. On commence à avoir des systèmes qui vont énormément évoluer avec énormément d'applications.
et de type de connexion. Protéger ces données lors de ces déplacements, je vais juste mentionner, si vous allez sur le site de l'ANSSI, l'ANSSI a publié un passeport, ça s'appelle passeport de conseil aux voyageurs. Si vous avez des gens qui voyagent souvent en train, en avion, à l'étranger, etc., il y a énormément de risques quand vous êtes en déplacement. Comment on se protège dans un hôtel, comment on utilise, ou plutôt on n'utilise pas le Wi-Fi de l'hôtel quand il est donné parce qu'il n'est absolument pas sécurisé. Les aéroports, n'en parlons pas. Enfin voilà, donc il y a tout un tas de règles là-dessus. Si vous avez des données sensibles et que vous les transportez sur vous quand vous avez vos déplacements à l'étranger ou dans un train. Être prudent lors de l'utilisation de sa messagerie. Là-dessus, le message, bon, vous avez tous compris, je pense, depuis quelque temps, que la messagerie, c'est le point d'entrée du phishing qui lui-même est le point d'entrée d'un virus dans une entreprise, etc. D'autant plus que maintenant, on ne maîtrise pas entre les messageries, on s'envoie des mails de la messagerie perso vers la pro, etc. Prudent sur l'utilisation de la messagerie. Pour moi, là, il faut vraiment, c'est une question de confiance dans avoir confiance dans celui qui envoie le message. Et encore, j'en ai encore reçu cette semaine d'un de mes cousins. Il s'était fait pirater sa messagerie. Il faut juste, quand quelqu'un que vous connaissez bien vous envoie un message, si le ton du message est différent du ton habituel, n'ouvrez pas ou ne donnez pas de lien. Et avec le Covid, on en reçoit plein. J'en ai reçu un, c'était simplement un cousin qui m'envoyait « Hello, pas de nouvelles depuis quelque temps, comment ça va avec le Covid, donne-nous des nouvelles ». Voilà, rien qu'un mail comme ça, vous devez en recevoir peut-être quelques-uns. Le problème, c'est que ce n'était pas lui. Et ce n'était pas du tout son style et on ne communiquait pas de la même façon avec lui. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un problème. Effectivement, il a appelé un certain nombre de personnes derrière directement pour dire attention à la messagerie, n'ouvrez rien. Je me suis fait pirater ma boîte. Voilà, c'est ce genre de choses dans les messageries. On pourrait parler longuement aussi des messageries. Télécharger les programmes sur les sites officiels des éditeurs. C'est valable pour les programmes, c'est valable aussi pour tout ce qui est cartes ou autre. Là, vous avez là en ce moment les cartes mondiales du Covid qui circulent. Vous avez certains sites, là, les universités américaines qui vous donnaient effectivement les cartes du Covid. Il y avait des faux sites de cartes. Tout le monde se les envoyait par mail avec des liens à cliquer en disant regarde où on en est ou par rapport aux Chinois, etc. Sauf que vous cliquiez sur un site, vous pensiez être sur le bon, mais vous n'étiez pas sur le bon. Donc, dans ce cas-là, vous ne cliquez jamais sur les liens. Vous allez sur le programme des sites officiels des éditeurs pour télécharger un antivirus, télécharger une mise à jour d'un programme, télécharger même une carte ou un accès. Vous passez bien par les sites officiels et non pas par des sites rebonds, en fait, sur ces sujets-là. Être vigilant lors d'un paiement sur Internet. Donc là, on pourrait avoir aussi éventuellement, ça c'est plus des thèmes pour la prochaine fois et je commence à ouvrir un peu le débat des prochaines sessions. On pourrait même avoir une session, j'en ai déjà eu une d'une demi-heure, qui était uniquement sur tous les problèmes de la fraude bancaire. Comment on apprend à lire un IBAN, quelle attitude à prendre quand on a envoyé un virement par erreur à quelqu'un, qui il faut contacter, etc. Il y a pas mal de choses qui sont à faire aussi sur la partie paiement sur Internet et toute la notion de fraude bancaire. La Fédération française de banque fait des choses, ça pourrait être intéressant éventuellement si quelqu'un connaît, qu'on puisse faire un atelier sur le sujet, si ça en intéresse certains d'entre vous. Alors ça, on en a parlé, le 11e, c'est séparer les usages personnels des usages professionnels. C'est d'autant plus crucial donc, depuis le confinement, où là, les entreprises n'ont pas fait énormément attention parce que l'urgence était de gérer la crise. Donc maintenant qu'on va continuer sur ce modèle-là, on l'a dit, le déconfinement, c'est que du très, très progressif et on le voit dans les entreprises. On va continuer longtemps à avoir des usages personnels et des usages professionnels qui risquent malheureusement de se télescoper. Donc, il faut essayer de séparer ces usages-là. Un atelier auquel j'avais pensé éventuellement, c'était par exemple comment sur Windows avoir plusieurs sessions. Une session pro, une session où on est un administrateur, enfin une session perso où on peut être administrateur d'un poste. Mais quand on va être sur certains types de choses, on va être en session utilisateur, ce qui va interdire effectivement d'installer un certain nombre de logiciels sur la base par erreur ou par anomalie. Donc, il y a des petits gestes comme ça qui sont simples, qui peuvent déjà essayer de séparer la façon dont vous vous connectez simplement sur un PC personnel pour avoir accès aux entreprises ou pas. Voilà. Le dernier, c'est prendre soin de ses informations personnelles, professionnelles et son identité numérique. Là, on fait appel aux réseaux sociaux. On pourrait avoir, effectivement, on a plein de spécialistes dans la mêlée qui savent se servir des réseaux sociaux et qui nous conseillent comment faire. On pourrait avoir un atelier aussi là-dessus. Il faut savoir que c'est la base du social engineering, dans lequel, pour les fraudes et arnaques diverses ou fraudes, faux vies ou arnaques au président, c'est là-dessus que les gens vont aller récupérer énormément de sources d'informations
pour essayer d'imiter l'entreprise, connaître les liens entre les personnes pour effectivement derrière organiser une attaque. Donc attention à ces informations. Voilà, vous avez eu les 12 règles essentielles de l'ANSSI et de la CGPME. Je pense qu'il était bien de se rappeler que certains basiques sont particulièrement importants. Vous avez vu 2 exemples avec Emmanuel. Voilà, merci. Le passeport, voilà. Emmanuel vous affiche le fameux passeport et conseil aux voyageurs que j'ai cité tout à l'heure sur le… Voilà, merci Emmanuel. De rien. Je vois que malgré le confinement, tu voyages beaucoup, hein, c'est ça? Ouais. On ne devrait pas le dire. Ouais, je peux te présenter celui-là aussi, un papier. Voilà, ça Et c'est le l'autre. troisième qui est par là. Voilà, c'était les… Bah, tu vois, donc ces guides-là sont effectivement des bases de bonnes pratiques. Vous avez en dessous le lien qui se met sur le guide des bonnes pratiques, hein, si vous voulez aller le récupérer. Je vois que c'est marqué 2015. Donc, quand je vous dis que ce n'était pas récent, je n'avais pas la date en tête, mais vous comprenez maintenant le côté crucial de ces règles essentielles. Donc, un peu comme les gestes barrières qu'on citait au départ, c'est bien de revenir aux fondamentaux de temps en temps. Bon, juste une adresse à la fin, mais je sais que Frédéric l'avait donné déjà la dernière fois, il avait déjà cité ces adresses-là. Vous avez un site de référence qui est le site de l'ANSSI, sssi.gouv.fr, qui est bien fait, qui décrit très bien les différentes étapes dans lesquelles vous pouvez être. Si vous avez un souci, alors cybermalveillance, l'intérêt, c'est qu'il vous donne des conseils sur l'actualité du moment. Donc là, il y a des sujets sur le Covid en ce moment. Donc, si vous avez des campagnes actuellement en cours, ils vous préviennent. Et cybermalveillance a un autre aspect intéressant, c'est que si vous êtes planté, il met en relation également les entreprises victimes avec des entreprises qui peuvent les aider à sortir de leur mauvaise situation. Donc, cybermalveillance est également un site qui permet une mise en relation de professionnels. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi bien en tant que victime ou en tant que professionnel pour aider les victimes également. Voilà, les principaux organismes, juste pour vous rappeler qu'il y a un certain nombre de personnes quand même qui vous surveillent. Donc, que ce soit des organismes centraux, piratage, moyens de paiement, etc., gendarmerie ou la direction centrale de la police judiciaire. Voilà, je voulais terminer là-dessus en disant qu'il y a un certain nombre derrière tous ces sites et derrière tous ces problèmes de délinquance, il y a quand même aussi des solutions et il y a quand même des gens qui surveillent et qui arrivent de temps en temps à attraper les malfrats. Voilà, il est 18h58. Voilà, on est un petit peu accéléré sur la fin, mais voilà, donc l'idée, tu vas pouvoir arrêter bientôt l'enregistrement. Voilà, donc l'idée après, c'est, je dirais, c'est un peu ouvert à tous, hein. Vous avez compris le principe de la mêlée. La mêlée, l'équipe de la mêlée et la commission cybersécurité de la mêlée. On peut faire entre nous des partages d'expérience. On a un gros avantage, je dirais, par rapport à d'autres organisations, c'est qu'on a aussi bien des gens qui vont pouvoir faire des formations et qui vont s'adresser plutôt à du comportemental de personnes, etc. Vous avez des spécialistes techniques assez pointus qui travaillent sur des grandes entreprises ou sur des sujets un peu critiques. Vous avez des juristes aussi qui peuvent vous aider dans le cadre de vos contrats sur Internet, pas Internet, sur refaire des chartes informatiques d'entreprise, remettre à jour ce genre de choses. Donc, vous avez en fait un panel extrêmement large de personnes que vous avez déjà vues dans les 2 premiers ateliers. Je vous invite ou j'en invite d'autres de la mêlée, que vous soyez animateur ou pas animateur, hein, que vous soyez simplement membre. Si vous avez des sujets à partager et que vous souhaitez avancer sur avancer ou partager, je dirais, une information sur ces sujets-là parce que vous en avez la connaissance, faites-vous connaître à nous. Et puis, on pourra éventuellement reprogrammer d'autres ateliers de cette nature-là. Voilà, Léa, on a terminé l'horaire pile, je crois. Oui. Après, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, vous nous les envoyez directement ou pas? Alors, je ne sais pas si on a mis nos adresses mail. Je ne crois pas. Je ne les ai pas mis sur la présentation. Je vais juste m'excuser auprès de Julie si elle a eu l'impression que je n'appréciais pas les prestataires qui faisaient des sauvegardes. J'en pense le plus grand bien. Toutes les sociétés qui aident les entreprises à être le plus en sécurité possible, j'en pense le plus grand bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, par expérience, j'ai vu beaucoup d'entreprises qui faisaient d'autres choses et qui proposaient de la sauvegarde et ce n'est pas toujours bien pensé par rapport à ça.
C'est peut-être pour ça que j'étais un peu en retrait sur la manière de le présenter, mais j'en pense quand même le plus grand bien. Voilà. Je voulais le dire quand même avant de vous quitter.